Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va revenir en arrière à l'époque où la moto a failli disparaître et comment elle s'est réinventée. Alors que vous soyez en moto compo ou en Vultus, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. On parle beaucoup de philosophie, de sociologie, de politique et se plaindre sur ce podcast. Et j'ai envie de faire une petite pause là-dedans en vous racontant une chouette histoire. Et pour cette petite histoire, on va remonter dans une époque où la moto n'avait rien de cool. Enfin si, elle était cool, mais d'une manière très différente. Une manière un peu crasseuse, plus sectaire. Et oui, on est dans les années 60. Et à cette époque, pas encore de concessions ultra lumineuses, pas de showroom avec des écrans partout, pas de village moto comme Motown à Lyon. On est encore vraiment loin de tout ça. On est dans des ateliers sombres qui sentent l'huile chaude, le métal, l'essence, des endroits où le sol est noirci par des années de mécanique, où les outils traînent, où les mains sont noires en permanence. Ça se passe au fond d'une cour d'un immeuble ou dans certains quartiers pauvres. La moto, à ce moment-là, c'est pas vraiment un loisir. C'est soit un outil des classes populaires ou des jeunes, soit une passion, mais une passion exigeante et sectaire, comme je le disais. Les constructeurs européens dominent encore le marché, chacun avec son identité bien marquée. Chez BMW, on fait des machines sérieuses, à l'allemande finalement, du flat twin posé, fiable, enfin fiable pour l'époque. C'est des motos d'administration, de police, des routières qui avalent des kilomètres sans faire trop de vagues. C'est pas sexy, mais ça fait le café. En Italie, c'est une autre ambiance. Chez Moto Guzzi, par exemple, on a ce V-twin transversal, ce caractère un peu brut. Ça vibre, ça vit, et souvent, ça meurt aussi facilement. C'est pas parfait, mais c'est l'époque. Et puis généralement, il y a toute la scène italienne sportive avec Ducati, Laverta, Benelli. Là, on parle de machines plus affûtées, plus racées, des motos qui donnent envie, mais qui demandent aussi beaucoup en retour. Financièrement, comme aujourd'hui chez Ducati, mais surtout mécaniquement. Je ne ferai pas la blague de dire comme aujourd'hui chez Ducati. Aux États-Unis, Harley-Davidson reste dans son monde. Du gros V-twin, du couple, du bruit, une philosophie. C'est déjà une culture à part entière en soi. Mais qui reste encore beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique. Même si sur le vieux continent, on commence gentiment à voir arriver certains clubs, comme le Harley Club de France, qui naît en 71. Mais bref, surtout, il y a les Britanniques, avec Triumph, BSA et Norton, et plein d'autres. Eux, ils sont partout. Ce sont les généralistes, les motos qu'on voit le plus. Mais le problème, c'est que même si elles dominent le marché, bah, le marché est pas ouf, hein. Les motos de cette époque, c'est pas des modèles de fiabilité. Et quand je dis ça, c'est absolument pas une exagération. Ça fuit, ça vibre, ça demande de l'attention tout le temps. On parle de machines où on part rouler avec une trousse à outils dans le sac, où on sait qu'on va devoir régler un truc sur la route, resserrer une vis ou bricoler quoi que ce soit sur le bord de la route, voire par pas rentrer du tout, parce qu'un truc va casser ou tomber tout simplement. Et pour beaucoup de gens, ça devient un problème. Surtout qu'au même moment, l'industrie française qui a complètement arrêté la moto depuis quelques années se lance dans les cyclomoteurs, qui cartonnent. On parle de entre 800 000 unités et 1 million d'unités vendues par an entre 1960 et 1970. Alors évidemment, pas que en France, mais bon, ça donne la tendance. Et vous ajoutez à ça la voiture et ses progrès techniques, de plus en plus accessibles financièrement, de plus en plus confortables, et surtout beaucoup plus simples d'utilisation. Et qui, spoiler, permet de transporter en plus bien plus de gens et de choses. Résultat logique, les ventes de motos baissent. On peut même parler de chute. La moto devient un truc toujours plus de passionnés ultra, de beaucoup d'hommes et de quelques femmes. D'ailleurs, pour l'anecdote, en France, en 1965, c'est 39 femmes qui ont passé le permis de moto. C'est pas beaucoup, hein. Pour pratiquer la moto à l'époque, faut aimer mettre les mains dedans, comprendre sa machine et surtout tout le mode de vie qui va avec. Et pour le grand public, ça devient marginal. Et à ce moment-là, concrètement, c'est un peu en train de crever. Parce qu'on s'en rend pas compte, hein, mais on est passé à deux doigts d'en parler aujourd'hui comme d'un objet du passé. Sauf que le Japon arrive pour nous sauver. Des noms qu'on ne prend pas encore vraiment au sérieux, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Au début, leurs motos sont vues comme des copies, des petites cylindrées, pas très nobles, pas très excitantes. Mais alors, elles ont un truc qui fait tout pour l'époque, elles démarrent tous les jours, sans galérer à devoir démonter ceci ou cela.
Des modèles comme la Honda CB450 arrivent avec une philosophie complètement différente de toutes les autres motos de l'époque. Moins de charme, diront certains, mais une efficacité redoutable. On tourne la clé, ça marche. On roule, ça ne casse pas. On entretient, oui, mais pas tous les jours. Et ça, ça change tout. Au début, les motards européens et français regardent ça un peu avec méfiance. Et surtout avec un peu de condescendance aussi. Mais au fond, ils commencent à voir que quelque chose est en train de se passer. Ils se mettent tous à avoir un pote qui a acheté une japonaise et qui n'est jamais en panne. Un autre qui roule tous les jours, sans galérer. Et petit à petit, le doute s'installe. Et puis arrive le coup de massue, la sainte Honda CB750. Et là, c'est la clacasse. Avec son 4 cylindres, architecture à la fois entièrement nouvelle dans le monde de la moto et bien plus complexe à fabriquer que les monos et bicylindres européens, son frein à disque, son alliance inédite entre fiabilité et performance, et sa morphologie, qui reste encore aujourd'hui une référence, la 750 Four marque une cassure fondamentale dans l'histoire de la moto en Europe et en France. Là où le manque de fiabilité et le besoin d'un entretien incessant restreignaient de plus en plus la clientèle de la moto britannique à des initiés compétents en matière de mécanique, donc à un public très restreint. Elle va tout changer. On découvre une moto, comme je le disais, avec un 4 cylindres en ligne, un moteur qui ne conne pas, qui ne tape pas, qui ne vibre pas comme les autres, un moteur qui monte dans les tours, avec une fluidité dingue pour l'époque. On appuie sur un bouton et ça démarre. Il n'y a pas de kick, donc pas de galère. Un démarreur électrique. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, c'est de la magie. Et puis il y a un frein à disque à l'avant. Un truc qu'on ne voit quasiment pas à l'époque sur les motos de série. La moto freine mieux, accélère fort, tient la route correctement et surtout, elle ne tombe pas en panne tous les 4 matins. Et le plus fou, elle est accessible. Pas réservée à une élite financière, pas réservée à des mécanos. En bref, n'importe qui peut monter dessus et rouler. Quand on parle de révolution, c'est ça. Parce que d'un coup, toutes les motos d'avant prennent un coup de vieux. Les Britanniques, qui dominaient le marché, n'arrivent pas à suivre. Trop de retard technologique, trop de problèmes industriels. Et en quelques années, ils s'effondrent. Genre les ventes de Triumph passent de 585 en 70 à 56 ventes en 75. C'est l'hécatombe anglaise. Alors Triumph est un cas à part, mais en gros, les constructeurs anglais s'en remettront pas. Et c'est presque triste, mais c'est le début d'une nouvelle ère. Les années 70 deviennent alors une décennie complètement folle pour la moto. Le marché explose. On passe de 100 000 motos vendues en 1970 à plus de 500 000 en 1980. Et on ne parle que de motos de plus de 125 cm3. C'est juste astronomique. Pour comparer, le marché, aujourd'hui, une bonne année, c'est grosso merdo, en comptant les scooters, 200 000 ventes. On voit donc arriver énormément de nouveaux profils, des étudiants, des jeunes actifs, des gens qui n'auraient jamais envisagé la moto avant. Des gens respectables en fait. Puisqu'avant, la moto, c'était pas respectable. Aux yeux du grand public, hein. Parce que maintenant, c'est accessible financièrement, techniquement, mais aussi mentalement. Et la moto change de statut. On passe d'un objet utilitaire ou d'une passion marginale et très mal vue à un objet de loisir, de liberté, de passion. Et toutes les strates de la société s'achètent un deux roues motorisé. Vous êtes riche et vous avez une villa pas loin de la mer? Alors dans votre maison, à l'époque, vous avez un 125 DTMX. Tout le monde se met à rouler pour le plaisir. On part en balade, on découvre cette sensation qu'on connaît tous aujourd'hui, le vent, la sonorité et la route. Évidemment, tout n'est pas parfait. Les japonaises sont puissantes, fiables, mais côté partie cycle, c'est pas toujours ça. Ça guidonne, ça flotte, ça manque de rigueur. Et du coup, il y a toute une culture de la préparation qui se développe autour de ces motos japonaises. Des mecs comme Fritz Egli ou Georges Martin en France commencent à modifier ces motos, à renforcer les cadres, à améliorer la tenue de route. On garde le moteur japonais, mais on corrige tout le reste. Et ça donne naissance à des machines incroyables. Mais au-delà de la technique, ce qui est marquant, c'est l'humain. Les souvenirs de cette époque, c'est des premières sensations de liberté. Des groupes de potes qui partent rouler sans trop savoir où ils vont. Des machines qui permettent enfin de rouler loin, longtemps et sans stress. C'est une nouvelle génération de motards qui naît. Et avec elle, en 1980, la création de la Fédération française des motards en colère. Bref, je me lancez pas là-dessus. En bref, une génération qui ne passe plus ses week-ends à réparer, mais à rouler. Et aujourd'hui, quand on regarde le marché, on se rend compte à quel point cette révolution a tout changé. La moto est partout,
sous toutes ses formes, du scooter urbain à la sportive, du trail au custom, et même dans l'évolution que prennent les vélos électriques. Des millions de machines en circulation. Maintenant, on voit arriver une nouvelle vague, les constructeurs chinois. Alors on voit arriver, ça fait quelques années déjà, hein, des marques qui, comme les japonaises à l'époque, arrivent avec des motos accessibles, assez modernes et de plus en plus fiables. Et ce qu'on a vécu dans les années 70, c'est ce que l'économiste Joseph Schumpeter appelle la destruction créative. Un moment où un nouveau modèle détruit l'ancien pour reconstruire quelque chose de différent. Et ça vaut pour tout, hein. Les CD qui remplacent les cassettes, cassettes qui avaient elles-mêmes remplacé les vinyles, et les CD eux-mêmes remplacés depuis par le streaming. Bref, c'est sans fin. Et à l'époque, les Japonais sont arrivés avec cette destruction créative et ont bousculé l'Europe. Aujourd'hui, peut-être que d'autres vont bousculer les Japonais. Et au final, nous, motards, on est au milieu de tout ça. On hérite de cette histoire, de ces machines qui ont évolué, qui se sont transformées, qui ont survécu à une époque où elles auraient pu disparaître. Et ça amène une vraie question. Sans cette révolution des années 70, est-ce que la moto, comme on la connaît, existerait encore aujourd'hui? Et donc maintenant que l'on sait qu'elle est faillible, est-ce que la moto existera encore demain? Bon, et en tout cas, elle mourra pas aujourd'hui. Je peux vous dire qu'actuellement, je suis au Mans et la quantité de monde est complètement folle. C'est du pur bonheur de voir autant de personnes de tout âge, de tout genre, de toute origine kiffer le Grand Prix de moto. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, ou sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.